Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On conclut les myélons multiples et la maladie de Waldenstrom. Aujourd'hui, dans cette dernière partie, on va reprendre où nous sommes arrêtés. Donc, dans les examens ou les bilans paracliniques, les perturbations et diagnostics positifs bien sûr, et dernièrement la conduite thérapeutique. Donc, vous êtes habitués à ça maintenant. Vous allez trouver toujours tous les liens de tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description pour votre préparation. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande de votre part un maximum de j'aime et de partage et de support pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition, chers collègues. Donc, on a vu précédemment la perturbation de l'hémogramme. On continue toujours et on va voir la perturbation de bilan de l'hémostase. Donc, on a vu les manifestations cliniques. On avait vu les manifestations biologiques par l'hémogramme. Deuxièmement, les troubles de l'hémostase. Donc, on peut noter un trouble d'hémostase dans la maladie de Waldenstrom. Donc, il est lié soit à la thrombopénie, voire on peut noter même un syndrome hémorragique. On peut noter les deux. On peut noter un trouble de l'hémostase, voire un trouble de coagulation, voire un syndrome hémorragique. Soit de l'hémophilie, ou de la maladie de Villebrand, ça va témoigner de purpura. Maladie de Villebrand dans sa forme qui est acquise, donc 13% des cas, voire des thrombopénies comme on a vu précédemment, la réaction auto-immune contre les plaquettes par les IgM, ça rentre dans le terrain auto-immune. Donc tout ça, ça va donner des troubles d'hémostase. Donc, ou bien parfois des défauts de fibrinoformation et interaction entre les plaquettes et les IgM, ça on a vu, et même le déficit en facteur de coagulation. Donc, on peut noter aussi à retenir des troubles et, ou de perturbations de l'hémostase durant la maladie de Waldenstrom. Concernant le bilan diagnostique, donc, pour poser le diagnostic de maladie de Waldenstrom, on va évoquer tous ces critères-là qui sont à retenir. Là, je vous invite à noter tous les critères qu'on va parler. Donc, premièrement, premier grand titre, on note la présence des IgM monoclonales à l'immuno ou bien à l'électrophorèse. Donc, je répète, une augmentation des IgM monoclonales avec la diminution. Donc, ça, c'est tout ça, c'est les troubles de l'hémostase, donc taux de fibrinogène ou défaut de fibrinoformation. Et là, c'est la fameuse IgM qui est retrouvée pour l'électrophorèse avec un pic monoclonal qui est à retenir. Donc, une élévation des IgM avec diminution des IgA et des IgG en environ 2 tiers des cas et qui va poser le diagnostic différentiel avec le myélome multiple ou avec la maladie de Kahler. Donc, notez bien, maladie de Waldenstrom est égale pic monoclonal à IgM. Donc, tout ça sont des points forts à retenir pour poser votre diagnostic. Donc, ce taux élevé d'IgM peut entraîner des interférences, perturbations d'interprétation, donc dans certains dosages biochimiques comme la bilirubine. Deuxièmement, on note aussi dans le myélogramme, donc qui est l'examen indispensable pour le diagnostic de la maladie de Waldenstrom et aussi le frottis sanguin, donc qui vont montrer la richesse donc normale ou une richesse diminuée dans la moelle par une infiltration par les plasmocytes. Donc on note dans le myélogramme une infiltration dans certains des cas par les plasmocytes, ou bien la lignée lymphoplasmocytaire qui est formée par lymphocytes, lymphoplasmocytes et plasmocytes. Donc, premièrement, un pic monoclonal en IgM suivi par une infiltration de la moelle par surtout les plasmocytes. Donc, c'est la lignée lymphoplasmocytaire. On note trois composés, lymphocytes, lymphoplasmocytes et plasmocytes qui vont infiltrer la moelle osseuse. Donc, c'est le deuxième critère de diagnostic. Troisièmement, donc, la présence de la population, ou bien d'une population lymphoplasmocytaire qui est phénotypée de type B.
Donc là, voilà dans le milligrammes, infiltration lymphoplasmocytaire. Ces cellules-là, ils ont les marqueurs. Donc, CD, ça c'est à retenir, CD20, CD19, CD22. Donc ça, c'est la moelle qui est infiltrée par les plasmocytes. Et c'est ligné lymphoplasmocytaire, je répète, en les marqueurs CD19, CD20, CD22, CD79A. Tout ça est en faveur de la lignée plasmocytaire, rarement du CD25 et du CD38. Donc le phénotypage de ces lymphocytes va retourner en lymphocyte B, surtout les marqueurs CD19, CD20, CD22 et CD79A. Donc ça, c'est des biomarqueurs d'une cellule lymphocytaire B. Rarement, on peut ajouter le CD25, CD38. Et on note les marqueurs CD23, CD5, CD103 qui sont négatifs. Ce sont des marqueurs de la lignée lymphocytaire B. Donc, troisième critère, c'est le phénotypage de ces populations qui vont infiltrer la moelle osseuse. Dernièrement, la mutation. Donc, MYD88 L256P, qui est retrouvé dans 80 jusqu'au 90% de la maladie de Waldenstrom. Cette mutation, elle est la gain, une fonction, et elle est somatique, le plus fréquemment qui est hétérozygote. Donc, quatre critères à retenir pour poser le diagnostic. Donc, la présence des IgM monoclonales avec diminution des IgA-IgG. Le myelogramme qui va nous montrer l'infiltration de la moelle par les cellules plasmocytaires ou lymphoplasmocytaires, voire plasmocytes. Les voilà à droite dans le myelogramme. Troisième critère, c'est le phénotypage de ces dernières cellules qui va nous montrer cellules CD19, 20, 22, 79A positives et CD23, CD5 négatifs. Donc faites attention dans vos cas cliniques, tout ça est en faveur d'une infiltration lymphoplasmocytaire mature. Donc c'est pas de la leucémie, c'est pas de la maladie de Kahler, c'est pas du lymphome. Donc là, nous sommes devant une maladie de Waldenstrom. Et dernièrement, comme bilan cytogénétique ou bien comme mutation cytogénétique. Donc on note là la mutation MID, bien MYD88, L256, L265P. Donc j'espère que c'est clair pour les bilans diagnostiques. Diagnostic positif. Donc, concernant les critères révisés par le groupe international pour le myélome, donc on note un taux de protéines supérieur à 30 grammes par litre. Majoritairement, ce sont des IgM qui sont retrouvés dans le sang. Je répète, une infiltration médulaire par les lymphoplasmocytes clonaux qui est supérieure à 10%. Et la présence des symptômes cliniques qu'on avait vus précédemment, qui sont dus à la paraprotéinémie IgM qui est sécrétée. Donc le syndrome d'hyperviscosité, l'amylose AL, le MAF et le NP. Donc j'espère que vous avez noté tout ce qu'on avait dit, tous ces quatre points forts qui sont primordiaux pour poser le diagnostic. Donc faites attention dans vos cas cliniques. Dernièrement, avant de conclure le cours, on va voir quelques diagnostics différentiels. Donc les principaux diagnostics différentiels de la maladie de Waldenstrom, c'est, ça on a vu dans les lymphomes non hodgkiniens, le lymphome de la zone marginale. Donc voilà le lymphome. Ça on a vu dans les lymphomes non hodgkiniens, je vous invite à les consulter. Autre diagnostic différentiel, c'est la gammapathie monoclonale à IgM. Et on va voir les gammapathies monoclonales. Autre lymphome, bien lymphome lymphoplasmocytaire sans pic. Donc, on ne va pas noter le pic d'IgM, qui est un critère primordial pour poser le diagnostic. L'hyperprotéinémie et d'autres syndromes lymphoprolifératifs, donc, comme le lymphome de Manteau, donc la leucémie lymphoïde chronique,
le myélome multiple à IgM, donc tout ça, on va aborder. Donc les leucémies, on va voir prochainement dans notre intitulé les leucémies. Dernier titre, le traitement. Et malheureusement, il n'existe pas un traitement réel dans le consensus qui a été mis en évidence pas encore, mais trois grandes classes thérapeutiques sont communément utilisées en première lignée en rechute ou en cas d'échec. C'est premièrement les alkylants, ça c'est à retenir, les analogues nucléosidiques et les anticorps monoclonaux anti-CD20. C'est pour cela qu'on a insisté sur le phénotypage CD lymphocyte B, donc un anti-CD20, le rituximab, il est prescrit dans ces cas. Parfois, l'instauration des plasmaphérèses pour les patients qui sont symptomatiques contre l'hyperviscosité, en dualité entre l'hyperviscosité par la plasmaphérèse, voire de faire saigner le patient. Aussi, devant un syndrome d'agglutinine froide ou une cryoglobuline, ou en cas un pic, devant un pic monoclonal élevé, IgM qui est supérieur à 5 grammes par décilitre, ça va insister ou bien ça va nécessiter de la plasmaphérèse pour lutter contre l'hyperviscosité. Donc on n'a pas de traitement curateur, on n'a que des alkylants, des analogues nucléosidiques, le rituximab anti-CD40 ou bien CD20 pour lutter contre la lignée lymphosplasmocytaire B ou le traitement de la complication ou bien des complications de l'hyperglobulinémie ou bien l'hyperprotéinémie liée à l'augmentation de taux des immunoglobulines de type M et de l'hyperviscosité. L'indication, le malade symptomatique constitue l'unique indication du traitement spécifique. Un patient non symptomatique ne nécessite pas cette arme thérapeutique. Les nouvelles recommandations divisent le patient avec la maladie de Waldenström en trois groupes. Donc, sur ces critères-là, diagnostic et clinique, on va les diviser sur trois groupes et définir quelle conduite thérapeutique de chaque groupe. Et les options thérapeutiques sont les suivantes. Donc, on récapitule. Donc, le rituximab, l'anti-CD20, R, c'est pour rituximab. Donc, anti-CD20 pour lutter contre la lignée lymphoplasmocytaire. Aussi les cytostatiques en monothérapie ou en traitement combiné. Donc, on peut combiner le R, le rituximab aux alkylants, qui est le traitement standard de première ligne. En cas de symptômes, on peut associer le R-benda, donc le R-bendamustine, ou le rituximab avec la cyclophosphamide ou de la dexaméthasone. Donc, ce sont les deux régimes immunochimiothérapie considérés actuellement dans la plupart des guidelines comme un premier ou bien un traitement de premier choix. Donc, je répète, on a les modalités de traitement, les alkylants, les analogues nucléosidiques, les anticorps monoclonaux, c'est le rituximab CD20. Le rituximab peut être appliqué soit en monothérapie ou en combinaison avec les alkylants. C'est le cas de Herbenda, c'est le cas de cyclophosphamide et de la dexaméthasone. Et ces régimes combinés-là représentent le régime immunochimiothérapeutique actuellement de premier choix. Les régimes combinés, on peut associer l'immunochimiothérapie aussi avec des inhibiteurs du protéasome. Mais ce qu'il faut retenir comme traitement, je répète, de premier choix, donc les deux régimes immunochimiothérapeutiques, rituximab associé au bendamustine, le R-benda, et le R associé, c'est le rituximab associé au cyclophosphamide ou au dexaméthasone, qui sont les deux régimes immunochimiothérapeutiques
chimiothérapeutiques les plus indiqués, donc, comme premier choix. Donc, ça, c'est tout pour la maladie de Waldenstrom. On va aborder prochainement les leucémies. Donc, ce sont des pathologies liées à l'infiltration de la moelle, mais pas par des lymphocytes ou bien par des lymphoplasmocytes, comme c'est le cas aujourd'hui dans la maladie de Waldenstrom. Donc, c'est l'infiltration de la moelle par les cellules jeunes, c'est les blastes. Donc, dans notre prochain cours, on va introduire la notion des blastes. Donc, je vous rencontrerai très prochainement, chers amis, dans les leucémies. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.